Salut à tous, après l'exploit du Parc des Princes, les Aiglons visent la place de leader à l'issue du derby vendredi soir au stade de Louis II. Nous allons évoquer tout ça sur le plateau de Gym Tonic en compagnie de la fine fleur du service des sports de Nice Matin. William Bercé qui était au Parc Le Chanceux. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Un heureux papa, de retour. On est ravis de te voir. Vincent Meloukini. Merci Bravo pour encore. Le petit hommage à ma petite Anna, tout va bien. Félicitations. On Ça va, tout va bien ? Tout va bien. Bon, toute la famille va bien, tant mieux. Et puis la petite nouvelle de la bande, on est très heureux d'accueillir Léandra Iacono, spécialiste de l'AS Monaco. Salut Léandra. Merci, salut. J'ai réussi à esquiver pendant 50 émissions. On m'a rattrapé sur le fil, mais je suis ravie d'être là. Et puis enfin une femme sur ce plateau, quand même. Enfin, parce que c'est priori, vrai que attendu. ça manquait un petit peu depuis le début de Gypto. Notre invité cette semaine connaît parfaitement les derbies, puisqu'il en a joué dans les deux camps. Aujourd'hui, recruteur de l'OGC Nice, Eric Cubillier est avec nous. Salut Eric. Bonjour. Bon, on va t'appeler Cubi tout au long de l'émission, hein, si ça te dérange pas. Ça fait des années qu'on m'appelle comme ça me dérange pas du tout. Eric, ça ferait bizarre. Merci en tous les cas d'être avec nous sur le plateau de Gymto. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons longuement donc sur cette victoire 3-2 face au Paris Saint-Germain avec un Terem Moffi qui a ébloui la France entière. Nous ferons un focus sur l'indispensable Youssouf N'Daye Chimier. Vous découvrirez les premiers mots sous les couleurs rouge et noir de Salvatore Sirigu. Tout cela bien sûr avant d'aborder ce passionnant Monaco-Nice. Et en fin d'émission, dans le Souviens-toi, nous rendrons hommage au président André Boïs qui nous a quittés hélas cette semaine. On commence donc par cette magnifique victoire face au Paris Saint-Germain, 3-2, donc vendredi dernier. Will, tu étais donc au Parc des Princes, on l'a dit, la chance que tu as eue de vivre ce match, un match quasi parfait peut-être pour les Aiglons. C'est le match qu'il fallait faire en tout cas pour réussir à l'emporter. Alors on le savait, on le disait déjà avant la rencontre, que Paris à la retour d'une trêve internationale avec la Ligue des Champions derrière et le Classico ensuite, c'était peut-être la bonne série, le bon moment pour les prendre, mais encore fallait-il faire le match parfait parce qu'il y a eu des moments compliqués, le premier quart d'heure, la fin de match sous pression, mais entre les deux, le gym a fait un match formidable dans l'intensité, dans le pressing. Le plan de jeu du coach Farioli a parfaitement fonctionné à l'image de ce premier but où Todibo va chercher Mbappé à 30 mètres du but adverse. Ça fait une récupération, ça fait but. Un Moffi incroyable dont on va beaucoup parler dans cette émission. Mais puis une solidarité sans faille, les entrants qui ont été tous au niveau. L'équipe n'a jamais baissé d'intensité, malgré un Mbappé qui a mis 2 buts avec très peu d'espace. Donc vraiment, fallait vraiment faire une grosse prestation pour l'emporter. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagneront au Parc, même avec un PSG moyen. Parce que quand même, Dembélé, il ne faut pas oublier qu'il a eu les occasions aussi pour marquer. Donc voilà, très très grosse prestation collective du gym. Allez, on va regarder les stats. Ça va confirmer ce que tu dis au niveau des stats de ce Paris Saint-Germain-Nice. Alors certes, l'OGC Nice a laissé la possession, bien sûr, au Paris Saint-Germain, mais au nombre de tirs cadrés, les Niçois sont devant en termes d'occasion également. Les fameux expected goals, les Niçois sont devant. Eric, tu as vu, évidemment, comme nous tous, cette rencontre. J'imagine que tu as vibré, toi, pour le coup. Oui, c'est clair. Un superbe match. Comme disait Will, au niveau de l'intensité, il y a des intentions de jeu, pardon. On voit très bien le projet de jeu du coach. Voilà, après, des joueurs qui sont à leur niveau espéré. Et j'espère que ça va continuer avec des remplaçants aussi. Remplaçants, il y a eu des changements, il y a de la variété dans le jeu. C'est super intéressant. Vincent, Eric nous parlait du système Farioli. Est-ce que là, pour le coup, il a fait taire des critiques, Francesco Farioli, qui commençait un petit peu moins après Strasbourg, mais qui avait commencé à poindre après Lyon, par exemple. Non, mais c'est sûr que pour lui, c'est le scénario rêvé. C'est une victoire de prestige au Parc des Princes. Ça faisait pratiquement 15 ans que Nice n'avait pas gagné à Paris. Donc, en championnat, en championnat. Gagné en coupe. Oui, mais c'était 0-0 d'ailleurs, penalty, je crois. Donc, non, c'est une victoire qui va poser parfaitement le début de son histoire avec l'OGC Nice. Mais en fait, je trouve que c'est pas forcément surprenant parce que même avant le match avec Will, on échangeait forcément comme toujours des messages. Mais sur le papier, on se disait, regarde le milieu de terrain. Si tu compares les deux, quand tu vois celui de l'OGC Nice avec Youssouf, Kefren Turam et Morgan Sanson, tu avais le droit dès le départ de regarder dans les yeux Soler qui a été fantomatique, le petit Zahir Emery qui est un génie mais qui a que 17 ans, et Vitinha qui avait beaucoup tendance à se positionner sur le côté gauche. Donc là-dessus, tu avais un rapport de force déjà assez conséquent. Et je trouve que voilà, c'est tout simplement une victoire assez logique
et qui me fait penser, moi, à celle de l'an dernier à Monaco, où Nice avait fait la leçon à l'AS Monaco en une mi-temps. Il y avait eu 3-0, avec un projet de jeu assez similaire. Bien sûr qu'on chasse, bien sûr qu'on veut presser, mais dès qu'on a le ballon, à la récupération, on fait rapidement mal à l'adversaire. Et on voit bien que les buts niçois, ce n'est pas non plus de longues séquences de conservation de balles pour ce match. Mais c'est 3-4 passes, on va vite vers l'avant. Et quand Mofi a des espaces, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Ligue 1, voire en Europe. Donc voilà, pour moi, c'est tout à fait logique. Et c'est la recette que Nice va devoir encore employer vendredi à Monaco. Léandra, comment on a vécu ce match du côté de la Turbie? Est-ce qu'en conférence de presse, Adi Hutter a parlé de la performance de l'OGC Nice au Parc des Princes? Oui, évidemment, il en a parlé. On a aussi parlé un peu de Francesco Farioli. Il ne le connaissait pas personnellement, mais il s'était quand même renseigné sur son parcours. Et je pense qu'il se méfie beaucoup. Il a dit que c'était un petit peu le meilleur adversaire que Monaco allait rencontrer cette saison, alors qu'ils ont joué Lens, même qui est un peu moins bien depuis le début. Mais ça prouve quand même que Monaco se méfie. Terem Mofi, forcément, a été évoqué aussi parce que les faiblesses de Monaco, on sait que c'est celle-là, dans les larges défensives, dans les espaces dans le dos. Et du coup, oui, à 18h, se méfie, apprécie ce que fait Francesco Farioli. Je pense qu'il s'attend à une grosse bataille, ouais. Alors, vous avez tous parlé ici, bien évidemment, de l'homme de cette rencontre, le prince du parc. On veut bien sûr parler de Terem Mofi, 2 buts, une passe décisive pour Mofi. C'est vrai qu'il a crevé l'écran. Will, sur ce match-là, il a tout fait quasiment. Exceptionnel dans la conservation, dans la remise, dans la profondeur, une justesse... comme il mystifie Danilo avant de faire sa passe D pour la board, la justesse de la passe dans le timing, dans le tempo, dans la précision. Franchement, et puis il est un petit peu chanceux sur le premier but, il a le contre favorable. Encore fallait-il être là dans la surface et tenter sa chance. Par contre, sur le dernier, son deuxième but, il fixe Hernandez et Danilo. Franchement, une finesse dans la finition. Il est quand même pas non plus et les grands hein. ont toujours du mal à se détendre quand c'est au sol. Et Mofi a parfaitement... Ouais. moi aussi. Et je parle en connaissance de cause. Non, mais il a fait un match exceptionnel. Il leur a fait beaucoup de mal. On avait un petit peu un débat depuis le début de la saison sur l'adaptation de Terem Mofi au système voulu par Francesco Farioli. Là aussi, comme peut-être tout à l'heure, le débat il est clos. Oui, je pense. Après, je trouvais un peu les critiques un peu dures. C'est quelqu'un qui est là depuis 8 mois. Pour moi, c'est le profil de l'attaquant moderne, qui s'intègre parfaitement dans un collectif. Donc j'avais trouvé un peu les critiques un peu difficiles. Après, il y a une connexion qui doit se créer. Mais il a fait taire un peu les critiques au parc. Et il a montré que c'était un des meilleurs attaquants du championnat de France. Ouais, c'est ça. Tant mieux qu'il a encore des lacunes, parce que sinon il serait plus à Nice, Terem Mofi. Et on a envie de le voir cette saison également performant, moi je pense, contre Brest, où ça va être un bloc très compact, où il y aura beaucoup moins d'espace qu'au parc. Et c'est là-dessus aussi qu'on l'attend. Mais c'est normal, c'est même pas de la critique. On est plutôt objectif quand par moment on le trouve un peu moins alerte sur les redoublements de passes, sur le petit jeu entre guillemets. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, tu as aussi la carte Guessant, qui, lorsqu'il entre en jeu, a cette capacité à élever le niveau technique de l'équipe. Et moi aussi, j'avais noté qu'il y a des garçons comme Kefren Turam, on a aussi souvent pointé du doigt sa tendance à en faire un peu moins sans ballon. Là, Kefren, à chaque match, j'ai l'impression qu'il prend un jaune, mais moi, j'aime bien aussi le voir comme ça. Il met des brins quand il faut, des moments... c'est ça aussi, Nice. Il a durci son jeu, Kefren. Ouais, j'ai trouvé très bon dans l'impact. Ouais. Alors, on a peut-être moins vu ses projections balle au pied, qui est sa principale qualité. Mais je l'ai trouvé très bon tactiquement, dans l'impact, au milieu. Je pense qu'il a fait du bien. On se souvient tous, Léandra, évidemment, l'année dernière, des 2 buts de Mofi au Stade Louis II en première période. Il y aura un plan anti-Mofi là, de l'AS Monaco vendredi soir? Je pense clairement, parce que cette ouverture de Dante là, qui passe des assises et Mofi qui en profite, ce but il était incroyable et ça avait mis un coup énorme sur la tête des Monégasques. Et oui, à 18h, se méfie beaucoup. En plus, Monaco a pris quasiment le même but contre Lorient avec un ballon long entre Singo et Maripane. Donc ça va être vraiment la faiblesse qu'il va falloir contrôler. Sur ce match-là. On peut dire même que Mofi, en fait, c'est sa spécialité quand il y a des espaces dans les grands matchs. Il y a souvent des matchs ouverts, des espaces. Il y avait une stat que j'ai calculée à la Pré-Paris. Sur les 40 matchs qu'il a joués contre les top clubs de Ligue 1, donc qui ouvrent le jeu, il a été décisif 31 fois. 23 buts, 8 passes D en 40 matchs. C'est assez solide et ça montre que dans ces matchs-là,
il adore. Ça, Moi, c'est ce mieux que- que la data. Ouais, mais c'est ce que tu dis aussi. T'attends aussi de le voir du coup contre Bah oui. Brest, contre des blocs un peu plus Mais bas. après, c'est le lot Des de joueurs un tous peu fermés. les... Contre Lyon, par exemple, Mais c'est était le lot de quasi tous les inexistant, quoi. attaquants, à part les tops, les Mbappé, les Lewandowski, mais bon, ça coûte, c'est pas pour Nice encore. Il y a toujours des... J'aime bien le encore. Comment Ouais. Ce sera jamais pour Nice. Bah, t'en sais rien. Un hein. jour Pas, ça a peut-être. changé de voilure. Non Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est sa personnalité en fait. Ouais. J'ai trouvé que sur le match contre Paris, il amenait vraiment tout le monde derrière lui, vraiment. Même la célébration, on peut dire ce qu'on en veut. Il savoure, il est là, mais on sent qu'il est là, quoi. Il en impose. Elle fait Et passe D. tout de suite, passe des Leandra dans la Tout de suite, profondeur il est pour entré. Mika. Évidemment, quand on va en T'as parler marqué de des cette... points par rapport à la légende, il a jamais fait ça. Oui, il savait même pas de quoi en parler. La célébration, on va bien sûr en parler parce qu'il y a eu voilà, ces petites stories aussi sur un réseau social de la part de Terem Moffi. Alors, on va rappeler, on va voir les images évidemment. Il a montré son maillot, il a enlevé son maillot et il a montré aux Parisiens. Alors, faut quand même rappeler que lui, à la base, juste, il enlève le maillot. Ouais. Il célèbre comme ça, et c'est Youssouf Youssouf. qui ramasse le maillot, qui le remet à l'endroit et qui le montre au public, et du coup, Terem enchaîne derrière. Ouais, et derrière, ça a valu une petite polémique avec Kylian Mbappé, qui n'était pas content, qui s'en est plaint à l'arbitre. Bon, il y a eu le carton jaune logique pour Terem Moffi. Et puis, Donnarumma et Mbappé se sont plaints à M. Turpin. La réponse. Ouais, parce qu'apparemment, on me souffle dans l'oreillette que c'est Mbappé qui lui dit ouais, t'es nobody en fait. Ouais. Ah ouais, Voilà. c'est ça. Ah, ça, c'est un bon indiscret, ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Merci Donc, à. donc si Mbappé lui dit que c'est un nobody, derrière, c'est pas étonnant de voir cette story où en disant je ne veux m'excuser auprès de personne. Mais Mais c'était déjà, je trouve, minable dans l'attitude. Parce que quand Kylian il va marquer au Vélodrome et qu'il vient se mettre comme ça devant le Vélodrome, c'est pas chambré ça. Et il a le droit de tout va faire, bien. Kylian. Non mais alors, parce que lui il est Monsieur Mbappé. Et donc, encore pire, j'entends qu'il dit que t'es nobody à Mofi. Ridicule. Ouais. Minable. Non, mais après, ce qui est top, c'est Mofi quand tu vois même après le match les déclarations chez Prime. Mais tu le vois qu'il a vraiment une belle personnalité. On aimerait bien nous échanger plus longuement avec lui. Tu vois que c'est un champion en fait. Faut taquiner Ça l'anglais. n'a pas plu au Voilà. capitaine de l'OGC Nice quand même malgré tout. Hein. Ouais, Dante, Dante, il est toujours un peu sur Ouais. ses. Mais c'est normal, Voilà. il protège un peu son équipe, Monsieur le regarde son un peu. groupe. C'est bien d'avoir des joueurs de caractère. Tu dis, c'est pas à toi que je vais le dire en plus. Non, non, bien sûr, c'est clair. Après, c'est une polémique un peu pour rien du tout, quoi. C'est un joueur qui célèbre, qui marque 2 buts au Parc des Princes. Ouais. 2 buts, avec une passe D. décisive. Ouais. Donc bon, Il allait voilà, pas faire la c'est- gueule, hein, on c'est va sûr. pas tomber là-dedans. Dante, voilà, je pense qu'il a voulu un peu prévenir, mais c'était pas méchant non plus. Et je pense pas que ça impacte le groupe aujourd'hui, cette petite histoire. Mais Mofi, c'est vrai qu'il n'était pas dans l'extase après cet exploit. On avait l'impression Un que pied pour lui sur terre. c'était normal en fait. Mais parce que c'est, je pense, un attaquant qui peut espérer mener cette équipe très loin et très haut. Voilà, je pense que ce gym-là, avec ces joueurs-là, cet état d'esprit-là, peut aller très loin. Et il n'y a pas eu que Mofi dans ce match, évidemment, au Parc des Princes. Et on passe au focus de la semaine. Un focus consacré à l'indispensable Youssouf N'Daye Chimié, parce que c'est vrai que c'est un travailleur de l'ombre, Youssouf, mais alors quel joueur, Eric? On en a parlé, y compris après le match. C'est un joueur qui sait tout faire et qui est très intelligent aussi. Ben moi, il me surprend surtout par sa capacité à comprendre ce qui est demandé. Sur le plan tactique, dans l'équilibre, je le trouve super important. Alors, techniquement, il a été reproché des choses, mais je trouve que c'est quelqu'un d'assez propre aussi. Et cette façon de s'intégrer dans la défense, d'être toujours connecté au reste de l'équipe, pour moi, c'est super important. Et ça fait partie des cadres de notre équipe au jour d'aujourd'hui. Dans le système, on va écouter après Francesco Farioli, mais Will, dans le système de jeu voulu par Francesco Farioli, là aussi, il est indispensable parce qu'il fait partie avec Todibo et Dante de ses relanceurs et il vient glisser, explique-nous comme ça, en défense centrale aussi quand il le faut. Ben, c'est simple, le coach Farioli, Boudaoui était la sentinelle de l'OGC Nice jusqu'à présent. Et dans le système Farioli, Boudaoui ne peut pas jouer la sentinelle du coach Farioli parce qu'il demande à son système, pour justement équilibrer son équipe, de venir compenser quand vraiment le l'OGC Nice subit, de venir s'intercaler entre Dante et Todibo pour faire un troisième central. Et donc, il a cette justesse pour venir équilibrer et quand il le faut sortir et apporter le surnombre au milieu de terrain. Donc il est indispensable dans ce schéma-là et dans des grands matchs comme ça, je trouve qu'il il rayonne. Moi où je le trouve un peu moins
performant, c'est face à des blocs bas, où justement, peut-être que l'OGC Nice avait besoin de créer du déséquilibre pour trouver des espaces. Et là, je le trouvais un peu trop bas, un peu trop, même pas assez performant dans son jeu vers l'avant. Dans ces situations-là. Par contre, dans des grands matchs comme ça, où il faut aller au duel, où il faut compenser, dans l'anticipation, c'est là qu'il est très 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 fort. On va regarder les stats de Youssouf N'Daye Chimié depuis le début de la saison et ses 5 matchs joués sous les couleurs niçoises, avec 55% de duels gagnés, 300 passes réalisées, 3 tirs. Il a raison, oui, c'est vers peut-être le jeu vers l'avant, le jeu avec ballon, peut-être qu'il faut qu'il heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord. Moi, je trouve pas mal à l'aise avec le ballon. Ouais. C'est sûr que sera jamais un numéro 10, mais je trouve qu'il a quand même une sensibilité technique très intéressante. Et on en parlait de ce Monaco-Nice de l'an dernier. La saison dernière, quand Nice va gagner à Monaco 3-0, Youssouf, il fait également le même match, un petit peu, où il démarre, je crois, au milieu, et rapidement, il repasse dans l'axe. Et c'est là-dessus où il excelle, cette capacité, cette intelligence, comme l'a dit Will. Et surtout, là, on a vu au parc, pratiquement être en marquage individuel sur Vitinha. Dans la foulée, il était presque ailier droit au pressing. Après, il arrivait à se recaler soit au milieu de Todibo et Dante, soit parfois plutôt axial droit. Mais c'est une intelligence assez rare et assez exceptionnelle. C'est une embellie d'avoir un joueur comme lui. Il va avoir un rôle important, Youssouf, face à l'AS Monaco, parce que c'est vrai qu'on voit depuis le début de la saison un joueur comme comme Fofana, Youssouf Fofana, qui lui dépasse sa fonction un peu, qui va vers l'avant, qui joue un peu plus haut. Et c'est là peut-être que Youssouf devra faire attention. Oui, après, c'est un peu différent. En fait, il expliquait, Youssouf, on l'a eu en conférence de presse. Youssouf Fofana. Ouais. Il expliquait, lui, qu'en fait, il avait un rôle différent selon si son équipe subissait ou jouait contre des blocs bas. Et en effet, contre des blocs bas, lui, on va passer plutôt à un numéro 6 avec Camara ou avec Zakaria peut-être. Et Fofana, lui, va être entre les lignes, monter presque un peu plus haut, presque un 10. Mais Monaco, on a déjà 2 avec Golovin et Minamino, c'est un peu la marque de fabrique du système à 18h. C'est vraiment d'avoir 2 numéros 10 derrière Wissam Ben Yedder. Et donc ça va être hyper important pour Youssouf, le Niçois, d'empêcher Minamino, Golovin et Ben Yedder qui combinent très bien de jouer ensemble. Mais c'est la clé, de toute façon, si tu récupères là, ils vont être tellement, c'est qu'il y en aura moins derrière. Et Maripane, il va quand même pas très très vite. Donc lui, s'il commence à presser à la médiane, Mofi, c'est ce qu'il a à faire. On parlera plus longuement de ce Monaco-Nice tout à l'heure. J'aimerais qu'on écoute Francesco Farioli justement à propos de l'indispensable Youssouf. Sicuramente Youssouf è un giocatore che per fisicità, ma anche soprattutto per... Oui, Youssouf est un joueur qui, par son physique, mais aussi par sa lecture du jeu, nous apporte un grand équilibre. C'est un joueur qui progresse de jour en jour. Il progresse avec le ballon. Et également, c'est un joueur qui, dans sa configuration, est capable de regarder le ballon et également de jouer dans son dos en tant que milieu, qui est un changement pour lui. Mais il peut encore progresser pour être plus incisif avec le ballon. Et il faut qu'il continue de nous apporter sa puissance en tant que milieu central, sa concentration, sa lecture du jeu, et il est sur la bonne voie. Mais lui aussi, il a une très grosse marge de progression. E credo che sia sulla strada giusta e, come dicevo prima, anche lui con dei margini secondo me di miglioramento veramente molto molto importanti. Voilà donc Francesco Farioli qui au final fait un petit peu la synthèse de tout ce que vous avez dit, messieurs, sur Youssouf N'Daye Chimié. Et c'est vrai, Eric, pour en terminer avec lui, que même sur une jambe, même un petit peu blessé, il ira. C'est un guerrier. J'ai encore vu en début de semaine, elle avait un gros bandage sur le mollet. Mais j'ai aucun doute sur sa présence à Monaco demain soir. Ouais, toi, tu finis pas t'as le gros bandage sur le mollet, là, toi, t'es pas bien, toi. Mais moi, c'est la vieillesse, c'est plus difficile. Plus d'entraînement, on n'a pas la même corpulence tous les deux. Non, mais l'an dernier, il faut se rappeler qu'il joue avec un plâtre pendant plusieurs semaines au genou. Et si tu as un gros coup de mou, notamment contre Bâle et tout, c'est que Youssouf, il a peut-être joué ces matchs-là à 40%. Il est essentiel. Et on le rappelle, le Burundi qui a été éliminé des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et ne jouera pas, alors désolé pour lui, mais il ne jouera pas la CAN. L'OGC Nice pourra compter sur lui pendant la CAN. Maintenant qu'on vous a parlé de, évidemment, tout ce qui s'est passé au Parc des Princes, on va vous proposer de revoir un petit peu tout ça, de revivre le film de cette rencontre au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. C'était sous les caméras d'OGC Nice TV. C'est parti pour 3 minutes de bonheur. Mbappé qui conserve Todibo qui récupère, Confident surpasse, Todibo, la frappe de Todibo, Confident surpasse, 1-0 pour le Gilles.
joue. Mbappé et un partout. Un partout. C'est pas grave, messieurs, c'est pas grave. Oh, c'est au-dessus. Oh, quelle occasion pour le Chine. Monsieur Turpin met fin à 45 super premières minutes où le Chine a eu l'occasion de repasser en tête sur le fil. Et on a ce passe, passement de jambe, Terem Moffi, il se met sur son gauche, il se défait Danilo, au deuxième poteau. Oh, quelle action! Gaëtan! Là-bas! Sur un service magnifique de Terem Moffi! Qu'est-ce qu'il nous a fait, Terem Moffi? Allez, Moffi dans la profondeur, là ça a été vite, Moffi dans la profondeur, qui arrive dans la surface de réparation du PSG, Moffi qui se met dans l'axe, la frappe de Moffi! La frappe de Moffi! Dans le petit filet de Donnarumma! Dante face à lui, Boudaoui, ballon au deuxième poteau, Mbappé! Et but Mbappé! Ah, but Mbappé, 88e minute de jeu! Et là, ça va être dur! Et là, maintenant, il va falloir jouer avec le cœur encore plus, messieurs! Il va falloir tenir! C'est fini! C'est fini! 14 ans après, le Chine remporte face à... Merci pour l'accueil, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous du match. Merci. Il ne saute pas les pas d'histoire. Il ne saute pas les pas d'histoire. Il ne saute pas les pas d'histoire. Voilà le film de cette rencontre au Parc des Princes, Victor au Paris Saint-Germain, que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias d'OGC Nice TV avec ces superbes images à la fin des supporters, Eric, 4h30 du matin. Qui attendent comme ça le gym. C'est magnifique. Au Parc des Sports. Rien à dire, bravo à eux, parce que bon, ils ont toujours été derrière le club, l'équipe. C'est incroyable. Puis en tant que joueur à vivre, on voit les téléphones, ça filme, c'est magnifique. J'espère que vendredi, il y aura la même chose. Ouais, vendredi, ça sera peut-être au Stade Louis II, cette fête après la victoire, mais ça on en Pas parlera. besoin d'attendre 4h30. Voilà, et ce sera avant 4h30, évidemment, pour les Aiglons. Allez, c'est l'heure de s'intéresser un petit peu plus à toi, Eric, c'est le tac au tac. Donc, formé à l'OGC Nice, mon cher Kubi, où tu as joué 2 saisons en pro de 99 à 2001. On en parlait, tu as fait pas mal de clubs et pas mal de beaux clubs quand même dans ta carrière, hein, quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais. J'ai fait des gros clubs, peut-être un petit peu trop gros pour moi. Nice, Monaco, PSG, Lens, Nantes, Metz et Bastia. Ouais, donc bon, à Nice-Monaco, c'était la transition. T'es parti comme ça, quoi. Oui, il y avait besoin d'argent à l'époque au club, donc on m'a pas forcément demandé mon choix, mais bon, c'était quand même une progression pour ma carrière. Donc voilà, j'y suis allé et j'ai beaucoup appris là-bas avec Didier Deschamps. Ouais, tu as gagné un titre, hein, évidemment, une Coupe de la Ligue avec Didier Deschamps de 2001 à 2006 sous les couleurs de l'AS Monaco. C'est pour ça que voilà, c'est facile pour toi de nous parler du derby. Comment tu le vivais, ce derby, à l'époque, quand tu jouais contre Nice? Pas que des bons souvenirs, un derby. Non, j'ai une défaite, je me rappelle surtout une défaite où Kaba Diawara avait marqué. Je crois que c'était l'époque de Garnot. Premier, je pense, en 2002. Ouais, je l'année de la remontée. Non, c'était pas le maillot jaune, je crois pas. Kaba Diawara, c'est le maillot jaune. Qui marque à la limite, qui part à la limite du hors-jeu. Bon, moi, je suis impliqué dans l'alignement un petit peu, on est mal aligné dans la défense de Monaco. Et bon, voilà, j'ai ce souvenir-là. D'ailleurs, il nous avait fait un petit plan des Garnot. C'était Kaba était meilleur buteur à l'époque du championnat. Ouais. Avec des buteurs remplaçants, c'était Malek Charat qui avait joué. Il nous avait mis Pamaro côté gauche aussi pour bloquer Julie. Enfin, c'était un peu. Varro sur Roten. Puis à la fin, voilà, exactement. Sami Traoré aussi qui envoyait un peu aussi. Pamaro, c'était sur Julie pour faire des câlins. L'empêcher. Bon, on avait perdu, pas logiquement, mais bon, c'était dans la course au titre, ça nous avait mis un frein. Parce qu'on finit 2e, je crois, cette année-là, derrière Lyon, il me semble. Ah ouais.
Donc, T'avais 7 points d'avance à la trêve, un truc comme ça. ouais, on ou 10 était points devant, d'avance, ouais. Après, on s'effondre contre Bordeaux, contre Nice. Mais bon, après, je jouais contre mes amis, quoi. C'était toujours difficile à appréhender parce que c'était l'époque où il y avait les Pamaro, j'avais été formé avec eux. Eux étaient venus en post-formation, il y avait Laurent Gagné, Thibaut Scotto, Malek Sherrad, donc c'était pas évident. Mais La bon, semaine, elle devait être animée, quoi. Ouais, il y avait José Cobos aussi. Après, je ramassais, quoi. Quand on a perdu, j'ai ramassé pendant une semaine. Mais bon, faut l'accepter. Ça chambrait dur. Ouais, ça chambrait dur. Et après cette saison au Paris Saint-Germain, quel souvenir tu t'en gardes? Un grand club, rien à dire. Avec un pas titre. la meilleure période. Non, c'est pas la meilleure période, mais bon, on finit deuxième aussi en fin de championnat avec un titre, une finale de Coupe de France. Avec, bon, j'ai vécu pas mal de problèmes personnels dans ma vie. Ça s'est passé là-bas aussi, où j'ai perdu ma mère quand j'étais là-bas. Donc une saison difficile, mais le soutien d'un club, d'un entraîneur, Vaïd Alilodic, d'un groupe aussi, avec des joueurs dont je suis resté proche. Je pense à Fred Déhu, que je revois, Gabi Heinze, que j'ai pu avoir aussi au téléphone. Donc ça reste quand même, malgré tout, des bons souvenirs. Et après, Lens, Nantes, Metz, Bastia, quel club t'as le plus marqué peut-être à ce moment-là? C'était des clubs différents, bien sûr. Mais... Le plus marqué, c'est forcément Nice, parce que j'ai commencé ma carrière, je suis niçois, j'ai été formé ici. Voilà, t'as pas pu la finir, hélas, ta carrière ici? Non, après, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir joué en Ligue 1. Parce que l'année où je pars, ils montent l'année d'après, et tant mieux pour eux. Je les ai peut-être aidés aussi, parce que bon, j'ai été vendu pour amener de l'argent au club, et ça leur a permis d'être en Ligue 1. Ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années, je crois. 22 ans, 21 ans. 21 ans, depuis 2024. Donc voilà, j'ai ma petite contribution, mais c'est vrai que j'aurais aimé jouer en Ligue 1 à Nice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère rendre, par rapport à mon nouveau métier, tout ce que ce club m'a donné. On va parler de ton nouveau métier. Tu as dû raccrocher les crampons à cause d'une blessure, un double hernie lombaire et cervicale. C'est ça. 31 ans. 31 ans. un peu tôt. Stop. Ouais, mais j'y arrivais plus. C'était plus un plaisir d'aller m'entraîner, de jouer. J'étais sous infiltration tous les jours. C'était compliqué. J'ai préféré dire stop. Alors parle-nous aujourd'hui de ton métier de recruteur. C'est quoi d'abord un recruteur? Parce que beaucoup de gens doivent se demander comment ça fonctionne le métier de recruteur. On imagine que déjà tu voyages beaucoup, ça c'est sûr. Pratiquement tous les week-ends. Ouais, on est beaucoup en déplacement, on voit beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de vidéos la semaine aussi. On est nombreux à travailler à la cellule recrutement. On essaie d'être présent sur pratiquement tous les championnats européens, toutes les compétitions européennes, les grandes compétitions également. Donc voilà, mais c'est un travail passionnant. Un métier aussi de frustration, mais bon, c'est vraiment très intéressant. Il faut avoir l'œil. Exactement. Après, c'est une question de sensibilité aussi. On n'est pas forcément toujours d'accord, mais ça fait partie du métier et c'est vachement enrichissant. Ce qui est pas évident, je pense, pour eux, c'est qu'au final, on est tous un petit peu recruteurs. Et à chaque fois qu'une recrue est critiquée au bout de 2-3 matchs, souvent, c'est les principaux concernés, ceux qui ont pris la décision de dire « bon, on va sur lui », qui passent après des nuits un petit peu courtes pour connaître pas mal de gens de cette cellule à Nice. On peut dire que la grande majorité, voire la totalité même de cette cellule, voilà, est composée de gens passionnés et qui aiment ce club et qui aiment énormément ce métier, qui leur procure aussi, comme l'a dit Eric, beaucoup de frustration et des moments d'angoisse, on l'oublie parfois, parce que quand tu dis à ton directeur sportif « Allez, on y va sur Mofi à 30 millions », moi, j'ai connu quand c'était Julien Fournier, je peux vous dire qu'il mettait la pression à ses équipes. Il ne fallait pas trop se tromper. Peut-être que Florent Ghisolfi est un peu plus sympa dans la façon de faire. On va pas demander. Non, très bien. Même avec Julien, ça se passait très bien. Non, mais voilà, c'est une énorme pression sur eux. Voilà, faut pas l'occulter. Il a raison, Vincent. C'est vrai que vous la sentez, cette pression-là. Il ne faut pas se tromper. Après, il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, on a mis 30 millions sur Mofi. Voilà, c'était notre cible prioritaire au mercato d'hiver. Ce n'est pas forcément évident. Mercato d'hiver, c'est toujours difficile. Là, on a eu un mercato d'été un peu agité, avec des projets différents. Mais voilà, on a su s'adapter. Il y a des listes qui sont faites. Et à chaque fois, voilà, il y a combien? Il y a 1, 2, 3 joueurs sur les listes? Il y en a beaucoup plus. Non, mais pour chaque poste, si ça ne se fait pas celui-là, on se fait celui-là. Comment ça fonctionne? Il y a tout oui, non, il y a plus que 3 joueurs. Il y a des priorités. Après, il y a quand même l'aspect financier, l'aspect tactique, l'état d'esprit qui aujourd'hui est mis en avant dans notre recrutement. On cherche des joueurs qui correspondent qui ont un état d'esprit et qui correspondent à l'identité qu'on veut donner à l'équipe. Donc voilà, il y a tout ça à voir. Et après, c'est une décision collégiale avec le directeur sportif, la direction sportive. Il y a Flo, il y a le président, Dave, Jean-Claude Blanc certainement, tous les recruteurs. Et voilà, et quand on prend une décision, on essaie de s'y tenir. Et des fois, est-ce que tu es obligé de défendre un petit peu ton joueur? Bien sûr, bien sûr, oui, il y a des joueurs. Voilà, chacun, on a une liberté de parole. Après, voilà, c'est la majorité, il y a une majorité.
S'il y a d'autres recruteurs qui ne sont pas d'accord, ben on fait pas. Pour savoir, c'était notamment sur le dossier Buonanni où Julien Fournier avait suivi ça de près. Et c'est Eric, notamment avec d'autres scouts qui étaient en charge de la post-formation. Et on leur avait demandé clairement, alors, on le fait ou on le fait pas? Et là, il faut se mouiller, il faut y aller. Oui, c'est le. Parce que Buonanni, c'est pas cadeau. C'est l'essence du métier, ouais, voilà. Et Buonanni, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Je l'ai observé, on l'a observé plusieurs fois. Après, il a fallu se mouiller. On fait pas. On fait. Ben voilà, c'est un joueur libre avec du talent. Je pense que c'est plutôt une bonne pioche aujourd'hui. Oui. C'est encore un jeune joueur et il vient d'avoir 18 ans. Il va sur ses 19 ans, là, je crois, en décembre. C'est pratiquement un 2005. Donc voilà, après, il y a Didier qui l'a lancé. Il a prouvé qu'il avait le niveau. Maintenant, il faut qu'il gagne en constance, qu'il développe encore de la force, mais je pense que c'est plutôt une bonne pioche. Et Buonanni, c'est le coup dont tu es le plus fier ou... C'est pas, j'aime pas dire le coup dont je suis. C'est vraiment un travail collectif. C'est toute la cellule qui a contribué à son recrutement. Et Julien, après, on n'est pas dans l'aspect financier, nous. Nous, on valide le joueur. Après, il y a d'autres aspects, ça se passe au-dessus. Voilà, c'est pas mon coup, c'est le coup de toute la cellule. C'est vraiment un travail collectif. Sur des joueurs comme ça, en post-formation, chaque recruteur va voir au moins une fois le joueur en question ou il n'y a qu'un œil dessus? Non, l'année dernière, on était 2 sur la post-formation. Donc, on voyageait beaucoup sur tout ce qui est les compétitions de Youth League, tout ça. À partir du moment où nous, on valide un joueur à la post-formation, il est vu par les autres scouts qui s'occupent des pros et ainsi de suite. Et après, on était tous d'accord pour faire Buonanni. C'est un processus par étapes, en fait. Exactement. Voilà. Il y a quelqu'un qui relève l'info et les autres qui confirment ou pas le premier œil. Bon. Et la data alors. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu te sers beaucoup des statistiques, des données forcément, aujourd'hui, on n'est pas plus bête que les autres. Oui, on regarde, et évidemment. Après, il y a quand même des aspects techniques en étant présent sur les stades qu'on ressent, qu'on ne peut pas voir à la data. Donc, c'est important de se déplacer, d'aller observer les joueurs. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, on regarde la data. Sur le volume de course, notamment l'intensité des sprints, des choses comme ça, la data peut être intéressante. Par contre, tu n'as pas la data sur l'état d'esprit du joueur, comment il réagit à la perte de balle, voilà. Donc ça, c'est important d'être sur place, de visionner ce qui se passe en direct. Et quelle est la grande différence entre, sans nous dévoiler de secret, mais entre la méthode Julien Fournier et la méthode Florent Ghisolfi? Il y a la méthode différente. Après, elle est différente, mais il y a des projets différents. Il y a un management différent. Mais je pense que les deux vont très bien. Après, Julien a fait du très bon travail aussi. Voilà, Flo a eu des moments difficiles, mais je pense qu'il prouve aujourd'hui qu'il est attaché à ce peuple, qu'il a envie de réussir. Donc non, c'est 2 très bons directeurs sportifs. Même une chance, je pense, pour le club d'avoir su traverser cette tempête un petit peu l'an dernier et d'avoir retrouvé un directeur sportif comme Florent Ghisolfi après Julien Fournier. Vous êtes combien aujourd'hui à la cellule de recrutement à Nice Chez les pros? Chez les pros, ouais. On est 8-9. 8-9, plus le directeur sportif. Et toi, quand tu étais joueur, c'est quelque chose qui a vachement évolué dans le club. Ça n'existait pas, ça, avant. Non, c'est incroyable. Je crois qu'ils y étaient 2 aujourd'hui. Je crois que ça a été lancé avec Serge et Jean-Philippe. Exactement. C'est Roger Ricor qui récupère Jean-Philippe Mathieu et Serge Recordier en 2008, je crois. Ils étaient 2. Je sais pas, j'étais pas présent, mais bon, je pense pas qu'ils couvraient tous les championnats qu'on couvre. Donc voilà, là aujourd'hui, je crois qu'on est la cellule la plus fournie en France. Donc voilà, on se sent obligé aussi de faire du bon travail, d'être à l'affût de tous les bons coups, de savoir un peu ce qui se passe ailleurs. Et les joueurs, quand tu vas les voir, est-ce qu'ils le savent qu'un recruteur de l'OGC Nice est là pour le voir? Est-ce que vous vous faites connaître dans les stades? Est-ce que parmi les dirigeants? Ou est-ce que c'est vraiment un travail en toute discrétion? C'est de la discrétion, confidentialité, on y va avec aucun signe distinctif. Après, bon, il y a des demandes de place. Quand on est un ancien joueur, on te reconnaît peut-être aussi. Oui, mais surtout par rapport aux autres scouts. Il se grime, il met une perruque. Lunettes de soleil, tu te fais blonde. Non, c'est sûr qu'on voit d'anciens joueurs aussi qui travaillent pour d'autres clubs. Après, on est présent sur tous les matchs, comme les autres grands clubs français aussi, étrangers. Il y a une rivalité un peu entre les scouts après de chaque les matchs, club. Tu dis à ton pote, non, mais il est pas bon. Il est pas bon, lui. T'as vu ce qu'il a fait? Ça a pu se passer, moi, on me l'a déjà fait, oui, sur un joueur, on m'avait dit, non, c'est moyen, mais bon, je sais qu'il était dessus, donc j'allais dire. Mais bon, non, après, c'est quand même bon enfant, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Après, forcément, les bons joueurs, ils passent pas inaperçus. Quand on voit les clubs Nice, Rennes, Monaco, on fait partie de ces clubs, Lille, où forcément on est attiré par les mêmes joueurs. D'ailleurs, on peut dire aujourd'hui quand même que quand un joueur, on sait qu'il est suivi par Nice,
ça met la puce à l'oreille à d'autres clubs. Ils se disent, si Nice le suit, c'est qu'il y a quelque Après, il chose. faut faire attention. Des fois, il y a un petit peu d'intox aussi. Il y a des papiers qui sortent sur des joueurs visés qui ne sont pas forcément visés. Comme ça, tu travailles C'est un jeu tranquillement. Ouais, voilà. Et tu peux faire de l'intox aussi sur le joueur que tu es venu voir en disant ouais, je suis venu voir celui-là, mais en fait c'était l'autre Mais avec après, tes collègues. on n'en parle pas. Ouais. Je dis pas, je suis venu voir lui. Ouais, C'est ouais. vraiment, on vient, on se met dans notre coin, on travaille. Après, si on doit aller boire un coup ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, à la mi-temps, mais pendant le match, on est chacun de notre côté. Est-ce qu'il t'est arrivé un peu la chose qui est arrivée à Serge Recordier avec Attal? Il est allé voir un match de Courtrai, mais pas pour Youssef, mais il découvre Youssef à ce moment-là. Toi aussi, tu es allé voir un joueur et finalement, c'est un autre qui sort du lot? Non, pas forcément, parce qu'on ne se déplace pas vraiment pour un joueur. Après, on essaie d'observer vraiment toutes les deux équipes. Après, des fois, il y a des révélations, forcément. Mais non, pour l'instant, ça m'est pas forcément arrivé. Sans livrer un nom, t'en as eu une dernièrement? Non. Pour les prochains voyages à venir, peut-être. Peut-être, j'espère. Pour le bien de l'OGC Nice, en tout cas. Ah, on espère. Voilà, c'est passionnant en tous les cas ce métier de recruteur et c'est vrai que tu le racontes de superbe façon, Eric. Et voilà, on va voir dans les prochains mois, les prochaines Les semaines. prochaines pépites, les prochains Bonani. Exactement, les prochaines La pépites pression. que ramèneront jamais Eric de pression. et toute la cellule Que du recrutement de l'OGC Nice. Alors lui, ça fait longtemps qu'il a été, on va dire, repéré. C'est Salvatore Sirigu, nouveau deuxième gardien de l'OGC Nice, arrivé cette semaine après une mise à l'essai. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Naples en particulier, donc la doublure de Marcin Bulka, joueur d'expérience. Il nous a accordé un entretien cette semaine. Je vous propose d'en découvrir les meilleurs moments. C'est le destin peut-être, mais bon, je suis content d'être ici. Comme je dis, c'est un très bon club. Ça m'a donné envie de retourner en France et je suis content, c'est tout. J'ai passé une très mauvaise blessure, donc on a fait tous les tests, on s'est pris la semaine pour être sûr que ça passait bien. Et heureusement, grâce au travail que j'ai fait avant, j'étais prêt. Maintenant, il faut que je continue à travailler. Mais bon, là, je travaille avec l'équipe. Je suis content, on est content de ce qui s'est passé. Donc, et la preuve qui s'est arrivée la signature dans le contrat. Donc, c'est bon. Oui, c'est important. C'est important. Après, c'est ce qui est plus important, c'est les clubs. Mais c'est important aussi parce que c'est quelqu'un qui en Italie, on en parle beaucoup, parce que c'est quelqu'un de très jeune, il s'est imposé déjà avec une identité bien précise des jeux. Donc on est un peu curieux de voir ce qu'il passe avec lui. Et donc moi, j'ai la chance de pouvoir travailler dans ces groupes de travail avec lui et de pouvoir apprendre aussi des nouvelles choses en façon différente aussi pas seulement de jouer, mais de s'entraîner aussi. Donc, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, ça, c'est important et c'est motivant. Il est plus jeune que toi. Ça Ouais. fait bizarre, ça, d'avoir un coach. Ça fait hyper bizarre. ça fait bizarre, mais bon, on ne dirait pas parce que la façon qu'il a de parler, de se rapporter avec les gens, on dirait qu'il il est expérimenté depuis 10 ans. Donc, c'est incroyable. Donc, j'y pense pas quand je parle avec lui ou je le sens parler avec l'équipe. C'était bizarre parce que je suis jamais été dans l'autre côté du vestiaire, donc ça m'a fait bizarre parce que quand j'ai rentré au parc, j'allais à gauche, et là je devais aller à droite, c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça, et ça m'a fait bizarre, mais ça m'a fait aussi plaisir, vraiment plaisir, parce que pour moi, Paris, c'est une étape de ma vie très importante, avec des gens avec lesquels j'ai vécu des choses hyper importantes. Donc pour moi, embrasser tout le monde, c'était magnifique. En plus, il y a eu pas mal de gens qui travaillent dans les clubs, qui travaillent depuis longtemps. Et vraiment, ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Je pense qu'on peut préparer les matchs pour aller à jouer comme on a fait à Paris, avec attention, avec volonté de jouer les ballons, d'avoir la possession, d'avoir une agression très très haute, mais il faut faire toujours attention parce que maintenant je pense que les adversaires ils regardent de manière différente parce qu'ils pensent qu'ils Nice c'est là,
Ils ont gagné contre Paris, ça va être dur, et donc ils vont mettre un peu plus de motivation dans le terrain, ça va être encore plus compliqué. Mais il faut travailler encore sur ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, même plus. Donc peut-être s'entraîner comme si on n'avait rien fait. Ça, c'est très important pour l'évolution du club. Kefren, je l'ai vu qu'il était vraiment tout petit. Je l'ai vu avec son père quand il avait, je sais pas combien, 8 ans, 10 ans. Et ça me fait bizarre maintenant de jouer avec lui. Il est plus grand que moi aussi. Donc je dis, putain, la vie, c'est incroyable. Et bon, il a beaucoup évolué. Et je pense qu'il y a les deux, mais il y a aussi pas mal de joueurs ici qui peuvent faire du bien. Mais il y a une chose importante, c'est surtout que quand on voit ces joueurs-là qui évoluent, qui prennent l'envergure, qui prennent vraiment une importance spéciale, c'est grâce aussi au travail qu'il fait les groupes. Si les groupes ne font pas ce travail-là, on ne peut pas voir c'est ce qu'il fait Kefren, c'est ce qu'il fait Todibo d'un terrain. Et je pense aussi après beaucoup d'années, j'ai réfléchi avec ce que j'ai passé dans ma carrière. Je peux dire que la force individuelle, ça sort souvent quand tu as un groupe important qui ça te permet de faire sortir ses qualités d'un joueur. Donc c'est très important que chacun de nous il apporte quelque chose au groupe parce qu'après les groupes, ça peut faire sortir une individualité très importante. Bon, mon premier souvenir, c'était... Moi, j'ai eu la chance de jouer au Vieil Stade. Donc, c'était un souvenir et c'était le bordel, là. C'était petit, mais c'était bouillant. C'était beau. C'était des émotions qui, en fait, on veut éprouver quand on joue au foot. Et après, les nouveaux stades, quelque chose de très différent. Mais toujours avec la passion, toujours un stade très difficile, une équipe très difficile à jouer, pas évident à gagner, des résultats très, très difficiles à obtenir, mais surtout un public qui pousse vraiment, qui donne quelque chose, on dirait c'est l'âme du stade, c'est l'âme de l'équipe. Donc, très difficile pour les adversaires, très bien pour Nice. Voilà, donc Salvatore Sirigu, nouveau gardien de l'OGC Nice. Bonne pioche, Vincent. Salvatore Sirigu, il va apporter un petit peu plus peut-être que Kasper Schmeichel dans la vie de groupe. Bah là, il n'y a pas photo. Hein. Après, oui, bonne pioche. On verra bien s'il te fait gagner la Coupe de France peut-être. Mais oui, c'est bien d'avoir un numéro 2 expérimenté qui va pousser Martin Bulka, qui pour l'instant fait un début de saison correct. Ouais, c'est bien. Et puis c'est un relais de Francesco Farioli aussi sur le terrain. Ça peut être une sorte d'adjoint aussi pour le coach sur le banc. Il n'a pas cet état d'esprit là, Sirigu, quand on lui pose la question. C'est normal, il est gardien de but avant tout. Et il ne va pas dire oui, je suis venu pour préparer déjà mon après-carrière. En fait, il est gardien de but. Mais quelque part, quelqu'un qui parle aussi bien français, d'ailleurs, respect, français, italien, ça peut être un relais parfait pour le groupe. Ouais, plus vieux que Francesco Farioli, Salvatore Sirigu. C'est une des bizarrerie aussi de ce championnat, mais bon, c'est vrai que c'est sympa aussi comme anecdote. On passe à Monaco-Nice, le derby enfin qui se prépare ce vendredi soir du côté du stade Louis II. On va regarder avant cela le classement de cette Ligue 1 parce qu'il vaut cher ce derby évidemment avec Monaco leader au classement avec 10 points et puis l'OGC Nice, 11 points pardon, l'OGC Nice qui est juste derrière, 2 points derrière donc derrière cette étonnante équipe du stade brestois que l'on jouera la semaine prochaine du côté de l'Alliance Riviera pour les 10 ans. Mais là tout simplement c'est une place de leader hein, Will qui est en jeu. Ouais, une place de leader à condition que... tu rigoles, toi. Non, je vous laisse... À condition que Brest ne batte pas Lyon aussi, parce que sinon c'est Brest le leader. Oui, vendredi soir, en tous les cas. On peut dire en tout cas qu'entre Monaco, Nice et Brest, qui est coaché par Éric Roy, vive la Côte d'Azur sur le podium de la Ligue 1, en tout cas. Pierre Lesmelou, Bilal Brahimi... Il y a du monde, il y a du beau monde. C'est la Côte d'Azur, centre du football français, en fait. Oui, mais déjà l'affiche est toujours belle à Monaco-Nice, mais en plus, avec premier contre troisième... deux entraîneurs qui séduisent par leur projet de jeu. Voilà, l'affiche pouvait difficilement être plus belle pour un vendredi soir à 21h en prime. Magnifique. T'es pas si d'accord que ça, toi, avec le côté classement. 6e journée, tranquille. Et alors, il y a que 34 je regarde journées. le classement, on a le même nombre de points que l'OM, un club qui a feu à 100, donc voilà, tranquille.
Ouais, mais t'as que 34 journées cette année, n'oublie pas. Ouais, non, mais est-ce qu'il arrive pas un peu trop tôt dans la saison? Bien sûr que c'est un super match à jouer, mais il faut enlever l'aspect place de leader, podium, tranquille. Il y a juste à 3 points à aller chercher. Enfin, c'est une très belle équipe de Monaco. Et je pense que cette équipe niçoise a les moyens. Moi, j'ai envie de reparler de cette course-là au printemps prochain. Parce que je sens que ce groupe-là, en tout cas, ce qui dégage, a les moyens de faire quelque chose de costaud. Par rapport à l'état d'esprit que dégage cette équipe, je la sens animée, ça me fait penser un peu aux lances de Ghisolfi. Voilà, il a construit, je pense qu'il emploie la même recette, de toute façon, Florent. T'es pas en train de t'enflammer? Il est pas en train de t'enflammer, là, ce que j'adore, Vincent? c'est ça. Non, il te dit, parlez pas de titre, parlez pas de podium, on s'en fout. Par contre, cette équipe... Non, mais c'est pas... Je trouve qu'il emploie la même... Et Eric l'a dit, il a vraiment fait attention à l'état d'esprit lorsqu'il a recruté. Et quand je vois les matchs de Sanson, quand je vois l'entrée de Romain Perrault, quand je vois l'entrée de Boga qui a coûté 18 millions et qui est quand même super investi, quand je vois Youssouf, quand je vois Mofi, quand je vois Boulka, il y a un vrai état d'esprit qui est en train de se dégager de cette équipe. Ouais, il lâche pas le micro, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, c'est pour ça qu'il... Ça lui manquait. Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Vincent, il ne faut pas s'enflammer. Voilà, on en est qu'à la 5e journée. Et voilà, cette place de leader, nous ce qu'on veut c'est être à la bagarre en avril, en fin de championnat. Et quoi qu'il se passe à Monaco, ça ne remettra rien en cause au projet. On sait qu'il va y avoir des moments plus difficiles, il va falloir répondre présent. Mais je pense qu'on a les moyens de les gêner aujourd'hui, Monaco. Et voilà, ça va être difficile parce que c'est l'équipe en forme de ce début de saison. Il y a de très bons joueurs, mais il y a aussi des faiblesses qu'on va essayer d'exploiter. Je suis sûr que le staff les a bien identifiées. Voilà, la réponse se fera demain soir. Il y a une anecdote par rapport à ça. Will, on était à la conférence de presse de Francesco Farioli et c'est vrai que les journalistes qui suivent l'OGC Nice et l'AS Monaco connaissent plutôt bien les deux clubs. Et les questions étaient peut-être un poil plus pertinentes que lors des autres conférences de presse. Raconte-nous. Au niveau tactique, on a notre confrère, on va citer, Christophe Bellodi qui a posé, confrère de l'AFP, qui a posé une très bonne question au coach sur les montées des latéraux monégasques et les espaces qu'il pouvait y avoir dans leur dos. Et là, ça lui a beaucoup plu au coach italien qui a même proposé à notre confrère de déposer un CV au cas où s'il y avait besoin d'un analyste prochainement au club. Donc non, ce qu'on voit aussi, ce qui est agréable avec ce coach-là, on le voyait aussi avec Lucien Favre à l'époque, mais parler tactique, parler de jeu, tout, ça lui plaît. Même s'il ne veut pas trop en dévoiler non plus. C'est normal. À quelques heures du match, il ne va pas en dévoiler plus. Mais voilà, cet échange avec les journalistes, ça lui plaît. Et quand les journalistes vont chercher des petits trucs aussi pointus, c'est toujours très pertinent. Alors, ce n'est pas Francesco Farioli qu'on va écouter sur ce match face à l'AS Monaco, mais Marcin Boulka, le gardien de but de l'OGC Nice. On lui a posé la question, est-ce que, évidemment, le fait d'avoir cette place de leader aussi en jeu rend ce derby un petit peu plus pimenté? Ouais, je pense que derby, c'est déjà un gros match qu'on tous sait. Mais après, c'est aussi la place pour qu'on joue. On sait bien que si on gagne le match, on peut être placé pour la première place en championnat. On sait tous, on a tout ça dans la tête que ça va être un match plus qu'important. Ouais, je pense qu'on est au courant que Monaco c'est une bonne équipe. Depuis le premier match de la saison, il marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui a un moyen de buts par match, c'est très haut. Il faut être attentif parce qu'ils sont dangereux dans ces parties de terrain. Mais après tout, je pense déjà, si on regarde classement, on regarde derby, c'est déjà un grand match. On peut faire le mieux possible. On va faire le mieux possible au Stade Louis II pour l'OGC Nice. Landra, comment on accueille ce derby du côté de l'AS Monaco? Est-ce que d'ailleurs cette première place, à laquelle Monaco est leader depuis quasiment la première journée, il me semble, est-ce qu'on y tient d'abord à cette première place? On y tient un petit peu pour le symbole. Après, on sait qu'il vaut mieux bien commencer que l'inverse. Donc après, on sait aussi que le championnat est long. Et que généralement, le directeur sportif Thiago Kourou disait voilà, ça se joue sur les 5-6 dernières journées. Donc c'est symbolique. Après, quoi qu'il arrive, c'est un derby. Donc le classement, entre guillemets, même si c'était 18e contre 19e, ça serait la même chose. Monaco l'aborde avec beaucoup de confiance. Il y a eu ce petit accro à Lorient avec ce but à la dernière seconde. Mais au final, c'est peut-être une bonne piqûre de rappel aussi pour montrer justement qu'il va falloir faire attention, être plus rigoureux sur 90 minutes.
Mais voilà. Ouais, parce que c'est une équipe, l'AS Monaco, qui a des trous d'air quand même, hein, en début de match et aussi en fin de match. Bah oui, la contre Lorient, ils ont pris un but à la première et un but à la 98e. Donc 2 trous d'air, alors qu'au niveau du contenu, sur l'ensemble du match, c'était plutôt cohérent. Il y a ce but de Golovin qui est magnifique, bien construit. Donc voilà, en fait, l'éditeur dit on est une bonne équipe, mais on n'est pas encore une top équipe. Il ne faut pas qu'on nous voit trop beau. Et en fait, Monaco a encore beaucoup de progrès à faire, justement, dans la concentration, dans la rigueur. Vincent, on en parle aussi entre nous de cette équipe de l'AS Monaco depuis le début de la saison. Ça joue au football, quoi, quand même, malgré tout. Bah, c'est la meilleure équipe de Ligue 1 actuellement, hein, clairement, avec des garçons dans une forme étincelante, hein, Golovin, Ben Yedder, qui malgré de gros soucis judiciaires est quand même toujours là pour marquer des buts, Fofana que je trouve très bon, Zakaria qui apporte une vraie sécurité au milieu, Singo, belle recrue, on ne connaissait pas bien. Minamino, t'as oublié. Voilà, Minamino qui ressuscite de manière assez exceptionnelle. Et sur les côtés, ils ont certainement les 2 meilleurs latéraux de Ligue 1 également. Hein. Caillou à gauche, pour moi, c'est une certitude. Et à droite, Vanderson, il est quand même... Hakimi, ouais. Voilà, pardon, Hakimi, bien sûr. Mais internationaux brésiliens, et quand même, Youssef deux dans la Attal. même équipe, c'est fatal. Ouais. Ou Lotomba, parce que voilà, là aussi, Nice, sur les côtés, Perrault, Barre et Lotomba, Attal, t'es quand même bien équipé. Ça va être un beau combat de ce côté-là. Cette équipe de l'AS Monaco, tu l'as regardée un petit peu depuis le début de la saison. Ouais, j'ai regardé. Eric, comment tu la considères? Comme dit tout le monde, c'est la meilleure équipe de ce début de championnat. Je pense qu'ils seront là en fin de saison, il ne faut pas se le cacher. Il y a un recrutement cohérent qui a été fait, avec beaucoup d'investissements quand même, ce qu'on n'a pas pu faire nous par exemple. Mais bon, ils ont pris de très bons joueurs. Voilà, quand on voit que devant il y a Ben Yedder, dernier match à Lorient, il y a Balogun qui rentre, ça fait peur, quoi. Après, on ne m'enlèvera pas, je pense qu'il y a quand même des faiblesses à exploiter dans cette équipe. Et je pense vraiment qu'on peut les gêner lors de ce derby. Parce que c'est une équipe, Leandra, qui prend quand même encore beaucoup de buts. C'était déjà le cas la saison dernière, et c'est le cas cette saison. Même si c'est la meilleure attaque de Ligue 1 et quasiment d'Europe, elle prend encore beaucoup de buts, cette équipe. Beaucoup trop encore. Hein. C'était la mission un peu d'être buteur en arrivant. Il a dit, moi, voilà, il faut qu'on prenne moins de buts. C'est impossible de finir sur le podium avec 46 ou 50 buts d'encaisser sur une saison. Donc c'est son objectif. Après, lui, il a un système de jeu qui fait que le déséquilibre est un peu assumé aussi. Hein. C'est une équipe qui prend des risques, donc forcément, ça implique de laisser des espaces, mais c'est vraiment ce contrôle des espaces dans le dos qui va être hyper important. Et puis le gardien, moi je trouve pas, c'est peut-être leur faiblesse encore. Je le trouve pas très tranquille, Amicon. Je suis d'accord avec toi. Bon jeu au pied. Ouais. Voilà, mais bon. Bon jeu au pied. En fait, il lui manque un match référence en fait, je pense pour. J'aime bien les gardiens qui sont bons au pied. La première qualité d'un gardien, normalement, c'est d'arrêter. Mais surtout qu'il presse hyper haut. Et lui, il est souvent en retard parce que contre Lorient, s'il est un peu plus réactif, il n'y a pas d'action. Hein. Le problème de ce gardien, c'est que Monaco concède peu d'occasions et que souvent, quand ils en concèdent, ça fait but. Non, il faut être hyper tonique, il faut jouer pratiquement comme un libéro avec cette équipe de Monaco. Là. Ouais, je sais pas, même ils sont passés de Nubel, le pauvre, qui un tir, un but, à un autre gardien qui... Fébrile. Quand tu compares à Boulka, là, il s'accroche à la barre. Bon, à Paris, il n'a pas été terrible, mais il fait pas tranquille, Con. Après, depuis le départ de Flavio, Romain, il n'y a jamais eu de gardien qui se Subasic, ça va. Mais voilà, moi à mon époque c'était Flavio, il y avait quand même une sécurité. Mais là depuis quelques années c'est difficile. C'est un poste un peu sinistré. Après il est quand même, je pense, meilleur que Nubel et on sent quand même une assurance. Il part de très loin aussi. Mais après il avait fait une boulette sur le premier match là contre Clermont, il avait quand même bien réagi, donc ça prouve qu'il a quand même un peu de caractère. Après je pense qu'il lui manque aussi un match référence, un bon gros arrêt là pour dire voilà, ok, il est là. Peut-être pas contre Nice. Qu'il attend la semaine prochaine. C'est Monaco-Marseille la semaine prochaine. Voilà. Ça sera parfait pour qu'il fasse un match de sa vie. Voilà. Contre une équipe, c'est magnifique. On va passer à la compo probable et on va vous donner les compos probables des deux équipes. On y va. Ça c'est inédit. C'est inédit. 2 compos dans la même émission. Si tu veux bien passer le micro à Leandra qui va d'abord nous détailler cette compo probable de l'AS Monaco. Leandra, beau visuel. Tu vois, on a fait les choses bien pour ta première dans Gymto. C'est notre Bastia. nouvel habillage compo. Allez, on démarre par le gardien de but. Voilà le gardien dont on a parlé. Voilà, Philippe parfait. Keun. Donc on vient en parler. Et les 3 défenseurs, ça joue à 3 à plat. On n'a pas eu Oui, KU, mais on a le maillot 3-4-2-1 de depuis Bastia. le début de la saison, donc avec Singo à droite, recrue super puissant, Maripane, le taulier derrière, un peu lent, on va voir. Un poil. Et puis le jeune Magassa qui est étonnant, lui, étonnant depuis le début de la saison. D'où il sort, lui? Du centre, j'imagine. Formé, Oui, exactement. Mais ils ont Après, toujours cette capacité, les Monégasques, à sortir des jeunes, mais des top joueurs. Hein. C'est ça. En fait, lui, il a écumé un peu les clubs parisiens avant d'être repéré par l'académie monégasque. Okay.
Et puis il était très bon avec le groupe élite. Il avait fait une première apparition l'année dernière avec Philippe Clément, mais au milieu de terrain. Ok. Il était rentré contre Rennes parce que Fofana avait été expulsé au bout de 10 minutes. Donc il était rentré, il avait fait un bon match. Et du coup, en match amical, là, il a été testé un peu derrière. Ça s'est bien passé. Il faut savoir que Monaco a recruté Mohamed Salissou, mais qui est blessé, il a une pubalgie, donc il va être opéré. Donc ça laisse un peu de trou derrière. Maxima qui est peut-être moins convaincant aussi, donc même Maxima qui est peut-être plus fait pour jouer à droite aussi. Ouais, voilà, pour jouer à droite. Et donc Magassa, très bon, beaucoup de personnalité en tout cas. Magassa. Le milieu de terrain. Milieu de terrain, donc on a dit avec les deux pistons, Vanderson, Caio Henrique, internationaux brésiliens, c'est valeur sûre. Ouais, passe décisive, meilleur passeur du championnat pour Caio Henrique. C'est ça. Vanderson qui maintenant marque des buts en plus. Camara qui a été suspendu contre Lorient, donc nous, en tout cas j'estime qu'il va sans doute revenir sur ce match parce qu'il faisait un super bon début de saison. Voilà, c'était une suspension qui l'a fait manquer le match contre Lorient, donc il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas, même si Zakaria a fait un super match. Il y a aussi la possibilité, pour apporter de la vitesse derrière, de passer Zakaria à la place de Maripane. Donc ça va être un choix tactique aussi, on va voir. Et puis Fofana, qui a retrouvé un peu... il a retrouvé ses jambes. Ouais, ses jambes, et puis plus décisif encore. Là, la passe décisive pour Golovin contre Lorient, c'était assez incroyable. De numéro 10. Alors il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, Minamino, Golovin, les déclencheurs, c'est eux qui font tout le jeu de Monaco. Vraiment, et puis Ben Yedder devant. Il y a la possibilité aussi de mettre Balogun pour exploiter... les espaces dans le dos aussi de Dante Todibo, ça peut être une possibilité peut-être quand il y aura plus d'espace au cours du match. Il peut pas remettre Boadou comme l'an dernier Attends, Boadou il a marqué. Il a jamais marqué quand il a démarré un match. Non. Et puis c'est vrai qu'en plus Boadou, entre guillemets, ce match-là, il y avait aussi Jacobs. Ouais. Enfin, la compo avait été terrible, mais aussi parce qu'il y avait l'élimination contre les Leverkusen avant, donc 3 jours avant. Donc Ben Yedder qui a la confiance du coach, qui marque. Pareil, là, les mêmes débats un peu qu'avec Mofi, est-ce qu'il était compatible avec le système d'Adi Hutter ? Au final, Adi Hutter, il a juste besoin d'un finisseur et il l'a avec Ben Yedder. Donc, même si à Lorient, il était un petit peu plus en dedans, Ben Yedder. Il était un peu en dedans, Balogun qui rentre et qui marque au bout de 3 minutes, donc ça va être une possibilité. Il s'adapte encore un petit peu à la façon de jouer de Monaco. Peut-être qu'il ne va pas le précipiter, même s'il mériterait d'être récompensé aussi. Elle a de la gueule, messieurs, dames, cette équipe de l'AS Monaco, quand même, on l'a dit depuis le début de la saison, avec des possibilités aussi sur le banc. Eric, quand on peut faire rentrer Balogun, Zakaria, même Boadou dans cette équipe-là. Superbe effectif. Ouais. Là, on parlait de Salizou, qu'on connaît bien aussi dans notre cellule. Voilà, c'est quand même... Vous étiez dessus non, dessus, pas forcément, on l'a observé, comme tout le monde, on était dessus. Salissou, voilà, c'est pas allé plus loin, il est à Monaco, c'est très bien pour lui, bon, il est blessé. Bon, dans l'impact, tout ça, ça peut faire mal, il y a une vraie concurrence, et vraiment des joueurs qui comme tu disais, ressuscitent la Minamino. Faculté à se retourner, à s'enrouler autour de l'adversaire, gagner des mètres, c'est une très bonne équipe. Son frère l'année dernière qui jouait. Mais il a retrouvé un coach qu'il connaissait. Voilà, comme quoi changement d'entraîneur. Un coach qu'il avait au Red Bull. Parce qu'on en a un peu parlé, Leandra, et on va terminer là-dessus pour l'AS Monaco. Adi Hutter, c'est autre chose, on va dire. Il y a déjà un peu plus de charisme. Il y a du charisme. Bois un coup si tu veux. Pardon, non, c'est bon. Il y a du charisme, il y a de la sérénité. Ouais. Beaucoup. Fofana nous disait que sur le bord du terrain, il ne crie jamais, quasiment. Excusez-moi. Donc oui, il y a de la sérénité, il apporte quelque chose dans le management aussi, il essaie toujours de voir, et il dit toujours, je veux voir l'humain derrière le joueur, donc ça, je pense que ça fait du bien aussi, surtout après la fin de saison dernière où tout était parti un peu à l'effondrement, quoi, un peu en roue libre. Donc il a ramené une nouvelle énergie, et puis après on sent une idée claire, quoi, une volonté, là on peut dire, on sait à quoi s'attendre. Quand on voit Monaco, on se dit, voilà, on sait à quoi s'attendre quand on va voir Monaco jouer. Allez, on était complet sur Monaco. Will, à toi, tu vas venir nous donner la composition d'équipe de l'OGC Nice. Même tableau. Là, il y a peu de surprises. Le petit pirouette, Philippe Risoli. La classique. Pour le bonheur, apparemment. Avec Boulka dans les buts. Donc oui, il n'y aura pas beaucoup de changements dans cette équipe de l'OGC Nice. Marcin Boulka dans les buts. Et puis derrière, alors c'est Lotomba qui avait récupéré la place de latéral droit au Parc, en sachant qu'au retour de trêve international, Youssef était rentré 2 jours avant le déplacement. Et qui avait fait 90 minutes. Et le Jordan Lotomba avait fait 80... Et Youssef avait fait 90 minutes, oui. Tu y tiens, ça. Toujours. Mais parce que j'ai des ordres, tu sais. On me dit, le micro de Will est trop loin, donc Atal devrait récupérer son couloir droit. Todibo, Dante, bien sûr, la meilleure charnière centrale de Ligue 1. Melvin Bard à gauche qui fait aussi un début de saison fantastique. Donc pourquoi changer ?
Le trio du milieu de terrain, toujours pareil, Youssouf l'indispensable, Morgan Sanson et Kefren Turam aussi, qui ont trouvé un bel équilibre des automatismes dans ce schéma. Et pareil pour la triplette de devant, Laborde, Mofi et Diop. Et Diop qui, pour l'instant, gagne des points vis-à-vis de Boga. On a posé la question au coach en conférence de presse qui nous a dit que Boga n'était pas encore à 100%. Il revient, il retrouve de bonnes sensations, il fait une entrée plutôt intéressante au parc et c'est un profil dans la vitesse, dans la percussion qui peut être très intéressant en cours de match. Voilà pour la compo, et vous noterez le nouveau maillot de l'OGC Nice. L'équipe technique de Gymtonic a fait les choses bien parce que les joueurs niçois sont déjà avec le nouveau maillot. Et d'ailleurs, restez bien avec nous parce qu'on a une petite surprise dans quelques minutes à propos de ce nouveau maillot. Léandra, c'est ton moment aussi, ça va être l'heure du pour-compte. On va essayer de pas mourir. J'espère que tu as bu un coup. Nice peut-il gagner à Monaco? Alors, on a un spécialiste de l'OGC Nice, une spécialiste de l'AS Monaco. On va laisser la parole d'abord à la spécialiste de l'AS Monaco. Pour moi, Nice n'ira pas gagner à Monaco. D'abord, déjà pour évacuer le premier argument, je pense, de Will, Nice a gagné à Monaco la saison dernière, donc bien sûr, c'est possible. Mais le contexte était très différent. Monaco venait d'être éliminé en Ligue Europa, en barrage, au tir au but. Il y avait beaucoup de blessés, les têtes étaient touchées, les jambes étaient un peu lourdes aussi. Donc là, ça va être très différent. Monaco arrive en pleine confiance, avec un sentiment aussi de revanche. J'ai écopé un petit peu, j'ai regardé un peu l'historique et j'ai jamais vu Nice gagner 2 fois d'affilée au Louis II. Donc ça aussi, peut-être que c'est un bon argument. Et puis je pense que sans manquer de respect aux Niçois, je pense qu'intrinsèquement, le collectif monégasque est légèrement supérieur. Avec là, à la trêve, 14 internationaux dans le groupe professionnel qui sont partis. Donc vraiment, il y a de la qualité à tous les postes sont doublés, il y a une grosse profondeur de banc. Quand on fait sortir Fofana ou Camara, on fait rentrer Zakaria. Quand on fait sortir Ben Yedder, on fait rentrer Balogun. Donc je pense que Monaco a vraiment des arguments pour faire mal avec, justement, comme on l'a dit, de numéro 10, Minamino et Golovin, qui marchent sur l'eau et qui sont au-dessus en ce moment. Et puis un coach qui a des idées claires, qui sait comment gagner les gros matchs. Il avait battu le Bayern Munich avec le Borussia Mönchengladbach 5-0 en coupe. Il a amené Francfort en demi-finale de la Ligue Europa. Donc les gros matchs, il sait comment faire. Avec le petit regard, quand même, le défi, quoi. Genre. Pour sa première, là, il a mis la barre très haute. Avec le regard, quoi. À toi maintenant. Pour en revenir d'abord au premier argument, j'allais citer cette victoire, mais pas en référence. C'est plutôt par rapport au repère déjà de cette équipe, puisque finalement, cet OGC Nice qui a gagné à Monaco 3-0 l'année dernière, c'est sensiblement le même cette saison. Donc ils savent déjà comment ça peut se passer. Après, pour les qualités de Monégasque, que je ne conteste pas du tout, c'est peut-être justement des qualités que Nice saura contrecarrer, parce qu'il y a une grosse solidité défensive. Il faut rappeler que Nice est toujours l'une des meilleures défenses de ce championnat, elle a montré au Parc des Princes justement qu'elle était capable de souffrir, qu'elle savait souffrir et piquer en retour. C'est un peu la même physionomie de match auquel on peut s'attendre au Louis II. Et puis dans la dynamique, pour en revenir au coach aussi, lui aussi, on sent que cette équipe, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est capable de jouer, de chercher à garder la possession face à des blocs bas. Elle est capable de piquer, faire mal, souffrir face à des grosses équipes. Donc, et avec le soutien des 2000 supporters niçois qui vont encore envahir... Oui, un peu plus, on en parlera tout à l'heure, qui vont envahir le Louis II. Je pense qu'à Monaco, c'est toujours un climat favorable pour l'OGC Nice. Beau duel, Eric. Bravo. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis du côté de... C'est surprenant. Non, très pertinent. Non, l'analyse est pertinente. Après, je suis pas forcément d'accord avec ce qui s'est dit, parce que Monaco, sans enlever leur qualité, c'est plus des individualités. Et je pense que collectivement, on est plus fort. Voilà, c'est vraiment, tu as insisté sur ça, tu disais par rapport au collectif. Voilà, Monaco, c'est pas mal d'individualités. On parlait des 2 latéraux devant, mais dans l'esprit collectif, je pense qu'on peut les gêner, même voire beaucoup les embêter. Et on sera répondre présent dans un stade qui sera rouge et noir. Ça, on peut pas se le cacher, donc ça reste quand même un atout pour nous. Et voilà, maintenant la réponse se fera demain soir.
Vincent, la synthèse de tout ça. Non, mais comment donner tort à Will? Quand en 2023, tu as battu Lens, Marseille, Monaco, Rennes, Lille et le PSG, pourquoi tu ne rebattrais pas l'AS Monaco? C'est la spécialité niçoise de l'année de battre les gros de ce championnat. Donc, il n'y a aucune raison de trembler au moment d'aller au Louis II. C'était un combat perdu d'avance quand même. Hein. Ouais, là, t'en avais 3 contre toi sur le plateau. Malgré tout le respect que j'ai pour toi, Léandra. Moi, je vais te donner le point. Tu es battu. Non pas que je pense que Monaco va gagner face à OGC Nice, j'en sais rien. Je serais même plutôt pour un match nul, je pense. Mais parce que tes arguments étaient très bons. Très bonne première. Et tu les as très bien exposé. C'était un super duel, vraiment. Ouais, super duel. Tu viendras à tous les duels d'ailleurs maintenant. Voilà. Pour défendre les adversaires. Voilà pour le pour-contre, c'est l'heure de l'indiscret. Petit indiscret, Will, autour des supporters niçois qui se rendront donc en masse au Stade Louis II. Ouais, et ils ne seront pas en effet 2000, mais 2200 dans le parcage, puisque l'AS Monaco a alloué 200 places supplémentaires par rapport à la saison dernière. Par rapport à la saison dernière. On se souvient de ton petit billet, tiens d'ailleurs, la saison dernière, tu râlais sur le prix des places là, cette année, ça va? T'es calmé? Non, ben c'est bon, le sujet, ça y est passé, on va pas en faire un marronnier non plus. Donc oui, et puis un deuxième petit indiscret aussi, c'est pour pas mal de Niçois aiment bien aller à Monaco en scooter, ce petit convoi très sympathique, très coloré, très bruyant. Voilà, un petit message de prévention, faites attention, soyez prudents, pas de débordement parce que les autorités du côté de Monaco seront très très vigilantes à ce convoi, cette organisation. Et je pense que le moindre débordement risque d'être très vite sanctionné. Ouais, il faudra faire effectivement très attention que tout cela se passe dans la joie et la bonne humeur. C'est l'heure du cadeau de la semaine. Et ce cadeau, c'est très simple, c'est Marcin Bulka qui va vous le présenter. Ah oui, c'est un maillot spécial parce que pour moi, c'est le plus beau maillot de Ligue 1. C'est le 3e complet. On a des couleurs ici différentes qui sont toujours bleues. Il y a la forme des promenades anglais qui s'accroche ici. Il y a Bleu Clin qui vient des artistes niçois. C'est une couleur spéciale, je pense. Ça se voit. Et il est connu dans le monde entier. Et ici, il y a un autre bleu qui ressemble un peu à mer, qu'on a à Côte d'Azur. Aussi, il y a l'or sur Ineos qui dit il y a beaucoup de soleil ici à Nice. Voilà donc Marcin Bulka qui présente ce 3e maillot de l'OGC Nice, VRP de luxe, super bien briefé par Damien Reich, l'attaché de presse de cette équipe niçoise. Et ce maillot, on vous propose de le gagner justement. Et ce maillot qui va être porté vendredi soir au nom de Terem Moffi. Il est même signé, ce maillot de Terem Moffi. C'est un super beau cadeau que l'on vous fait cette semaine du côté de Gymtonic. On espère que vous serez nombreux à jouer. Et pour cela, vous le savez, vous en avez l'habitude, il faut pronostiquer le score de Monaco-Nice avec le nom des buteurs et le hashtag Gymtonic. Donc, on le répète, ce magnifique maillot sœur de bleu clin de l'OGC Nice a gagné, floqué au nom de Terem Moffi et signé par le buteur des Aiglons. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Monaco-Nice. Je pense qu'on a été assez exhaustif, messieurs. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Comme on dit, messieurs, dames, il n'y a plus qu'à maintenant. Et on sera au Louis II. Léandra, tu y seras. Vincent, non, toi pas encore. Peut-être. Peut-être. Je serai à la maison, chaud. À la maison. Oui, tu y seras. Évidemment. Bien sûr. Tu seras du côté du stade Louis II. Pour terminer cette émission, eh bien, c'est le Souviens-toi. Un Souviens-toi consacré cette semaine, Vincent, à la disparition d'André Boïs, ancien président de l'OGC Nice, l'homme qui a gagné les 2 derniers titres du club. Oui, André Boïs, parti à 85 ans dans sa villa de Saint-Paul-de-Vence, le dernier président de l'histoire du club à avoir remporté un trophée, hein, c'était en 97. On se rappelle qu'en 2017, il avait été acclamé pour les 20 ans de ce trophée, entouré de Jean-Philippe Mathieu, Fred Joria, Henri Savigny, Thierry Deneuve et bien d'autres pour l'anniversaire de cette Coupe de France qui fuit à l'OGC Nice depuis maintenant
presque 25 ans. Nice l'a touché du doigt en 2022, mais hélas, Jean-Pierre River n'a pu succéder à Monsieur Boïs comme un président titré. Il a été président d'octobre 91 à 97, au moment où le club traversait une époque beaucoup plus délicate que ce qu'elle vit actuellement. Le club était complètement en lambeaux, rétrogradé administrativement en D2. Il a contribué à la remontée en 93 avec les Tizi, Juria et compagnie, on en a parlé la semaine dernière. Et il est resté président jusqu'à cette année 97, année du dernier titre. Il vend le club à Milan Mandaric. Exactement. Et il déclarait il y a quelques années à Philippe Camps, qu'il a rédigé une magnifique nécro en début de semaine. J'ai récupéré un club en ruine. Quand j'étais président de Vence, un club amateur, je rêvais de gagner la Coupe de France. Voilà, c'était son souhait le plus cher. C'était un enfant du Vieux-Nice, issu d'un milieu plus que modeste, qui avait fait, entre guillemets, fortune dans une entreprise qui vendait des équipements, des tractopelles. Voilà. C'était le sponsor de absolument, Bobcat, on se rappelle. C'était un président à l'ancienne, amoureux de son club, amoureux de sa ville. Il avait tout un bureau chez lui consacré à son histoire avec l'OGC Nice. Et voilà, on pense très fort à son épouse André, qui a hélas annoncé la très mauvaise nouvelle à Philippe en début de semaine, et à ses 2 enfants, Christian et Robert. Il sera enterré, André Boïs, demain. Vendredi. Voilà. Donc c'est un pan de l'histoire du club qui s'arrête. André Boïs, qui était très proche, qui avait été énormément marqué par le décès d'une autre légende de l'OGC Nice, Pancho González. Voilà, c'est ça aussi l'histoire d'un club, c'est des pages qui se tournent, des grands présidents. Il fait partie de la grande histoire de ce club. On ne peut que souhaiter à Jean-Pierre River dans les prochaines années de lui succéder. Lui aussi, il n'est pas né à Nice, mais voilà, Jean-Pierre River, un peu le Niçois, entre guillemets. Donc voilà, on tenait à lui rendre hommage et tout simplement une grande pensée, encore une fois, à son épouse et ses enfants, parce que c'est le plus important, évidemment. Ouais, juste un petit mot, Eric, tu étais au centre de formation de l'OGC Nice quand André Boïs était j'ai très peu connu. Président. J'ai l'image de quelqu'un de passionné de football et amoureux de ce club. Voilà, donc, et cette Coupe de France qui restera dans nos mémoires. Voilà, je tenais à présenter mes plus sincères condoléances à ses proches. Et vraiment un grand monsieur du football niçois. Voilà, toute l'équipe de Gym Tonic, bien sûr, adresse ses condoléances et ses pensées à la famille d'André Boïs. On a eu beaucoup de peine cette semaine en apprenant son décès. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. C'était top. Eric, merci à toi. Merci beaucoup. Bon déplacement quelque part pour aller chercher la future pépite de l'OGC Nice. On va s'y atteler. J'en doute pas. La semaine prochaine avec qui? Peut-être Jean-Claude Blanc, peut-être alors. Ah, on va essayer de, pourquoi pas, faire le convaincre, il n'est pas très loin apparemment. Blanc, il est dans les locaux, donc, nous dit-on. Pour ta discrétion, en tous les cas. En tous les cas, on remercie Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Vorgar à la préparation et à la réalisation de cette émission. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, bon derby, bon week-end et bonne semaine à tous.